Nous vous remercions de votre présence pour cette 6e webconférence de notre série sur le monde juridique en temps de crise, consacrée aux droits de la personne et droits de la jeunesse en temps de pandémie. Vous êtes presque 300 personnes inscrites à cette conférence. Merci de votre intérêt et d'avoir une fois encore répondu présent de partout au Québec. Transmettre les connaissances en droit est une mission fondamentale de la Fondation. C'est l'objectif premier de ces conférences, offrir une plateforme aux gouverneurs et chercheurs de la Fondation pour échanger et partager leurs travaux sur les conséquences du COVID-19 sur le système de justice. Cette conférence est organisée avec le soutien du CAEJ, notre partenaire pour l'appel au texte, le monde juridique en temps de crise. Vous retrouverez sur le site du CAEJ la bibliothèque d'articles de nos gouverneurs et chercheurs sur de nombreux domaines du droit. Vous pouvez d'ailleurs encore proposer vos propres articles en les transmettant directement à la Fondation. Je souhaite vous rappeler que cette webconférence a pour objectif de permettre un partage de connaissances et d'expériences entre professionnels. Vous pourrez poser vos questions à la suite de la présentation grâce à l'icône questions-réponses en bas de votre écran. Je vous rappelle qu'il ne sera cependant pas possible de répondre à des questions sur des cas individuels. Nous remercions notre conférencier, Maître Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et gouverneur de la Fondation, d'avoir répondu à notre invitation. Quelques mots sur son parcours. Avant sa nomination à la commission en 2019, il était chef du groupe de droit de travail chez Robertson, Shepard et Shapiro, et ce, autant comme avocat que comme conseiller en relations industrielles agréées. Diplômé de l'Université de Montréal, il est membre du Barreau du Québec, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées et titulaire de la désignation d'administrateur de société certifiée. Nommé The Best Lawyers de 2012 jusqu'à sa nomination, sa pratique était axée sur le droit du travail et de l'emploi, tant pour les entreprises de juridiction fédérale que provinciale. Maître Tessier s'est impliqué pleinement dans la communauté juridique. Il a été président de l'Association du Jeune Barreau de Montréal, membre et secrétaire du conseil d'administration d'Éducalois et jusqu'à sa nomination en 2017, président du conseil de la SOQIJ. Sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier. Merci. Merci beaucoup, Maître Davis. Merci beaucoup, Tamara. Merci à la Fondation du Barreau de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous de vous être inscrits en aussi grand nombre pour un court survol, parce qu'évidemment, le temps d'une conférence midi, on fait ce qu'on appelle un survol. Alors, mes excuses à l'avance pour ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui souhaiteriez qu'on rentre plus en profondeur dans certains sujets. Le format, ce n'est pas ce qui nous le permet aujourd'hui. Mais évidemment, je vous invite toujours à consulter l'ensemble des travaux et des avis de la commission pour ceux et celles qui seront, dont la curiosité aura été piquée par la présentation du jour. La présentation que je fais aujourd'hui, bref, introduction mise en contexte, faire un petit survol là, de la question des décrets et des arrêtés gouvernementaux. Et surtout, le bloc principal de la présentation, c'est les initiatives et les actions de la commission. Donc, essentiellement, c'est dans cette partie que je vais développer un peu plus. Et je vais conclure sur quelques réflexions sur ce que nous entrevoyons par la suite. Donc, pour cette introduction mise en contexte, toujours les bons petits rappels, la commission est créée en vertu de la Charte des droits et libertés en 1976. Évidemment, la Charte, une loi à caractère constitutionnel adoptée il y a maintenant 45 ans. Le 27 juin 1975, pour être plus précis, à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Évidemment, la mission de la commission, plusieurs missions, donc veiller aux principes énoncés à la Charte, et évidemment recevoir les plaintes tant en matière de discrimination, harcèlement que d'exploitation de personnes âgées ou de personnes handicapées. Dans un deuxième temps, veiller à la protection de l'intérêt de l'enfant et des droits reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse. Et dans un troisième temps, donc veiller à l'application, elle plus récente, la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Donc, les éléments contextuels, donc tout le monde ici est bien familier avec certains de ceux-ci. Donc, la déclaration d'état d'urgence sanitaire le 13 mars 2020. Alors, évidemment, peu après que ce premier cas de COVID ait été rapporté au Québec, donc le 27 avant que même que les premières mesures aient été annoncées, la commission, on avait déjà commencé à recevoir des demandes d'information. La première question qui nous avait été posée suite à ça était des personnes d'ascendance asiatique qui recevaient soit des refus d'embauche, des refus de travail ou des propos dans la rue. Ça a été pour nous là, les premiers événements qui nous ont alertés au caractère très sensible de cette situation-là pour ces personnes-là. Et nous avons donc commencé rapidement donc, une veille parce qu'évidemment, comme la fiche le dit,
C'est une situation sociale sans précédent, tout le monde le dit. Mais ce qui est important de rappeler, puis il faut le redire, c'est que l'exercice des droits énoncés dans la Charte n'ont pas été interrompus par la crise sanitaire. Mais évidemment, l'application de ces droits-là doit être modulée pour tenir compte des circonstances. Donc, pour ce qui est de la section sur les décrets et les arrêtés gouvernementaux, il y a eu donc, pour faire l'analyse que nous avons faite sur les effets pour les droits garantis par la Charte, évidemment, on a regroupé les dizaines de mesures adoptées par le gouvernement. Vous êtes familier, évidemment, avec le site gouvernemental qui répertorie l'ensemble des décrets et arrêtés gouvernementaux. Puis, j'en profite aussi pour souligner le fait que le Barreau du Québec là, a mis en place un groupe Facebook là, sur lequel les collègues peuvent, les confrères, les consoeurs peuvent échanger des informations. Et puis, je le souligne, il y a eu beaucoup d'autres initiatives pour partager des informations, des vécus. Et ça, c'est extrêmement important dans un contexte novateur assez important. Je souligne également l'initiative qui venait du département de sciences juridiques de l'UQAM, les professeurs et les chercheurs là, qui ont mis en place un FAQ sur les droits des travailleurs et autres personnes vulnérables en temps de pandémie. Donc, puis là, évidemment, là, je ne prétends pas à l'exhaustivité. Je sais qu'il y a eu plusieurs autres démarches. Le CAEJ a fait des choses, évidemment, la Fondation du barreau par les web diffusions que l'on a présentement. Donc, première catégorie, les restrictions de mouvement. On a associé à ça ici toutes les questions de restrictions de mouvement pour les RPA, les CHSLD, les ARI. Maintenant, tout le monde est familier avec ces acronymes-là. Puis les interdictions de déplacement et de rassemblement. Évidemment, les fermetures d'établissements, un deuxième élément quand même assez fondamental. Au niveau du travail, bien, toute la question de l'impact sur les mouvements de personnel, les vacances, etc. Puis je dis bien notamment. Sur le milieu judiciaire, vous êtes bien familier avec ça, je vous apprendrai aujourd'hui. Donc, les procédures, les suspensions, l'interruption de la prescription, les huis clos, etc., etc. Et un petit dernier aussi, mais qu'on le mentionne, l'impact sur le notariat. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées aussi de ce côté-là, à distance, les actes à distance, les autorisations qui ont été accordées. Et je comprends également que la Table Justice Québec a redémarré ses travaux et ses activités justement pour réfléchir à mettre en place comment on va opérer ce virage-là dans le système de justice, que plusieurs appellent depuis plusieurs années pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais évidemment, la COVID a créé une occasion où est-ce que le virtuel s'impose comme un outil de pratique, mais aussi un outil pour le milieu judiciaire. Pour ce qui est des droits démocratiques également, l'impact que ça peut avoir de ce côté-là et l'impact sur les municipalités. Donc, pour ce qui est des droits potentiellement mis en cause, puis encore une fois, ici, là, c'est un rapide survol. Vous êtes tous et toutes capables de faire l'exercice qu'on a fait là. Mais pour nous, c'est sûr, certain que les mesures de restriction de mouvement, la première catégorie de droits que ça vise, évidemment, c'est la liberté de la personne et la liberté de réunion pacifique. Donc, également, le respect de la vie privée qui comprend le droit de prendre des décisions fondamentalement personnelles sans influence externe indue. Donc, évidemment, c'est le droit aussi à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens qui a été mis en cause. Donc, les personnes aînées et les personnes en situation de handicap, évidemment, sont les personnes qui sont qualifiées historiquement par la Charte en raison de l'article 48 de propice à une forme d'exploitation. C'est un recours qui est prévu et qui est possible de faire à la Commission lorsque ça se produit. Et évidemment, un des facteurs importants dans les dossiers d'exploitation, que ce soit de personnes handicapées ou de personnes âgées, c'est souvent l'isolement. Donc, une personne qui est évidemment vulnérable, puis je le précise, évidemment, ce n'est pas toutes les personnes handicapées, toutes les personnes âgées, j'espère que vous l'avez déjà compris, qui sont vulnérables. Évidemment, pour les catégories de personnes que vise ce recours-là, elles sont vulnérables. Un des facteurs prédisposants à l'exploitation, ça va être le fait que la personne est isolée. Elle n'est pas en contact avec un milieu de vie autre qu'une personne ressource ou un milieu ressource. Et ça fait en sorte que des fois, ça pose des problèmes de ce côté-là. L'autre élément aussi qu'on a surveillé, c'était la question que le fait que les personnes sont isolées en famille, c'est la recrudescence de certaines violences à caractère familial qui se produisent derrière les portes closes parce que, évidemment, comme on le sait, pendant un certain temps, les enfants n'allaient pas à l'école. Puis, évidemment, pour la CMM, ça s'est poursuivi encore.
Et l'autre chose également qui était très préoccupant pour la commission, c'était toute la question de la discrimination sur la base de la condition sociale, qui est un motif quand même important aussi, parce que certaines personnes itinérantes, par exemple, ou qui n'ont pas nécessairement un abri stable ou une habitation stable, pouvaient avoir surimpacté par cette crise-là. Donc, c'était un peu le survol que je vais vous faire pour ça. Maintenant, pour ce qui est des fermetures d'établissements, bien évidemment, on se comprend qu'il y a des gens qui ont, on va le dire carrément, c'est des gens qui ont perdu leur emploi en cause de cette situation-là. Évidemment, il y a eu des prestations gouvernementales. Puis vous aurez compris que le but de mon propos aujourd'hui, ce n'est pas de faire nécessairement la recension de toutes les mesures qui ont été prises ici, mais évidemment d'exposer certaines préoccupations que l'on avait. Alors, si vous me dites déjà en partant, bien, n'oublie pas, il s'est passé telle chose, telle mesure a été mise en place. Je ne l'oublie pas, mais ce n'est pas le sens de mon propos avec vous aujourd'hui. Donc, évidemment, les pertes d'emploi ont un impact. Puis, perte d'emploi, on parle évidemment pas nécessairement ici de personnes qui travaillaient, mais des gens qui ont perdu leur entreprise. Donc, on parle non seulement du citoyen employeur, mais aussi du citoyen employé. Les deux ont été impactés négativement. Puis, ces éléments-là aussi ont posé problème. Et une des choses qui pour nous a été préoccupant, puis on va y revenir tout à l'heure, c'est la surreprésentation des personnes racisées, notamment qui étaient impliquées dans ce qu'on appelle le caring, là, donc, excusez l'anglicisme, mais donc toutes les missions visant à assurer le travail de préposés aux bénéficiaires, mais pas juste préposés aux bénéficiaires, là, donc de soutien à domicile, toutes les initiatives qu'il y a. Il y a une surreprésentation dans ces travails-là et ça a fait en sorte que ça a surexposé certaines populations. Donc, je vais revenir tout à l'heure pour la collecte de données. Donc, par la suite, pour ce qui est du secteur du travail, bien évidemment, la question de la liberté d'association, puis de l'article 46 de la Charte, là, le droit des conditions de travail justes et raisonnables. C'est sûr, certain que ça pose, puis la Charte n'est pas nécessairement là au premier plan, parce qu'on a la loi sur les normes du travail, la loi sur la santé et sécurité au travail, donc qui sont évidemment au premier plan de ce genre de situation-là. Mais c'est sûr, certain que, et puis le Code du travail également, là, en lien, ou la loi sur la négociation dans le secteur public, parce qu'ici, il y a eu des mesures qui ont été prises pour évidemment redéployer certains employés dans des secteurs pour des raisons qu'on l'a vu avec la crise des CHSLD. Bon, je fais le lapsus que tout le monde a fait finalement. Je m'en excuse. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a eu des raisons pour ce faire, mais ceci dit, ça a affecté quand même de façon importante cet élément-là. Un mot particulièrement pour la question des enfants. Donc, j'aime le rappeler, la Charte prévoit l'article 39 dans les droits économiques et sociaux de la Charte que les enfants ont droit à la protection, à la sécurité, à l'attention de leurs parents. Donc, c'est considéré au Québec comme un droit fondamental, puis c'est d'ailleurs inspiré de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Alors, donc, évidemment, les fermetures d'établissements scolaires, restrictions de contact, évidemment, c'est susceptible et ça va avoir comme impact d'être une atteinte à certains de leurs droits, aussi le droit à l'instruction publique gratuite pour certains. Et il faut le dire, parce que c'est un peu ça aussi encore l'inquiétude de la Commission, c'est que ces mesures-là ont eu un impact plus élevé, puis je vais en reparler tout à l'heure, sur les enfants qui n'ont peut-être pas nécessairement accès à des moyens technologiques comme d'autres. Vous avez vu des initiatives encore de ce type pour venir pallier à ce problème-là. Mais également aussi, ce n'est pas tout le monde qui est installé à la maison pour avoir donc 3 enfants installés à travailler dans le calme et la sérénité. Ces éléments-là vont donc avoir un impact disproportionné sur des personnes déjà vulnérables. Alors, évidemment, bon, vous allez me dire, voilà, c'est le bout sur la justification, hein, c'est 9.1 de la Charte, 1 de la Charte canadienne. Toutes ces mesures-là qui sont prises en vertu de la loi sur la santé publique, qui visent évidemment un objectif social urgent et réel, soit prévenir une pandémie, prévenir des décès, des morts. Et vous commencez, comme moi, le test donc de la proportionnalité, donc des moyens qui sont rationnellement liés avec une atteinte minimale, puis des effets bénéfiques qui l'emportent sur les effets négatifs. On a senti ici également et dans les mesures de déconfinement que l'on voit présentement, on a senti une préoccupation de la part des autorités gouvernementales à ce titre d'exercer cet équilibre-là, de faire cet équilibre-là. Ça a été mentionné quand même assez régulièrement qu'il y avait ce souci-là. Évidemment, rien n'est parfait en ce bon monde, mais je peux vous dire qu'on a quand même noté cet élément-là. Cela dit, il y a plusieurs dispositions, comme je viens d'y faire référence, des décrets et des arrêtés qui sont susceptibles de compromettre certains droits. Mais évidemment,
Ici, il s'agit aussi de faire la distinction entre les recommandations qui ont été émises et les interdictions formelles, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de la recommandation, de la mesure de bien vivre ensemble versus l'interdiction formelle. Et ça aussi, dans le record qu'on porte, on fait cette distinction-là ici à la Commission. Et c'est important, je pense, que dans le contexte des juristes que nous sommes, de faire cette distinction-là également. Je passe à la question des difficultés, évidemment. Hein. C'est une situation inédite et les mesures qui étaient adoptées avaient pour objectif, évidemment, de garantir d'autres droits. Donc, le droit à la vie, hein, qui est quand même pas négligeable. On avait peu de connaissances, rappelez-vous, au mois de mars, là, puis tout le monde a vu son fil Facebook ou autre média social de votre choix ou courriel inondé maintenant de connaissances sur toutes les possibles tenants aboutissants de cette maladie-là. Mais au mois de mars, il n'y avait pas nécessairement encore beaucoup de connaissances sur les impacts, les effets de cette maladie-là. Et donc, également, pour nous, puis ça, c'est un enjeu, c'est évidemment, on manque de données sur les catégories de personnes touchées. On en a, il y a certaines données. Mais ces données-là ne sont peut-être pas nécessairement ventilées suffisamment pour nous permettre de faire une analyse plus fine pour voir un peu les impacts. On sait que, puis je vous parlais par exemple de la situation des groupes surreprésentés, je vais y revenir plus tard, mais pour une analyse basée rigoureuse sur 9.1 sur la charte, la donnée est toujours essentielle. Et juste pour dire qu'évidemment, puis ça, je pense que tout le monde l'a reconnu, que la protection de la santé publique, la lutte à la pandémie, ça ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Il faut toujours balancer le tout, comme on vient d'en discuter. Alors, donc, pour la partie plus substantielle, si on veut, de la présentation, des initiatives et les actions de la Commission. Je me permets de commencer avant de vous dire, avant de passer à la prochaine étape, une des grandes priorités pour moi comme président de la Commission, lorsque tout ça s'est déroulé, ça a été de procéder à rapidement m'assurer que la Commission puisse continuer ses opérations, puisse continuer à desservir les plaignants, les mises en cause qui sont visés par nos enquêtes. Et de continuer finalement à offrir le service. Parce que oui, bien qu'il y avait une suspension de la prescription, bien qu'il y avait des mesures qui faisaient en sorte que il y avait donc moins de déplacements, moins de mouvements, donc moins de situations propices à générer des cas de discrimination, par exemple. Pour nous, il était essentiel de maintenir les opérations. Et c'est ce qu'on a fait. On a pu rapidement faire basculer l'ensemble de notre personnel en télétravail. On avait la chance, puis je dis bien la chance, d'avoir pu adopter certaines pratiques internes qui faisaient en sorte qu'on a été capable d'avoir un maintien des opérations avec la quasi-totalité de nos employés en télétravail. Et ça, je peux vous dire que d'un point de vue institutionnel, on est quand même assez fiers de ça. Puis ça s'est fait là, littéralement là, entre le vendredi puis le lundi, là, donc le fameux 13 mars au 16 mars. Et donc, on a maintenu nos opérations et on est considéré comme un service essentiel. Peut-être certains d'entre vous ne le savaient pas, là, mais on est dans la liste des services essentiels comme service de justice. Donc, c'est sûr, certain qu'on avait la possibilité aussi de maintenir certaines opérations en présence physique, mais l'orientation qu'on a prise, ça a été de privilégier le télétravail et ça n'a pas, ça nous a quand même permis de poursuivre nos opérations. Et je sais que ça a même fait en sorte que ça a eu l'impact parce qu'il y a certaines activités, certaines opérations qui pouvaient être plus impactées. Évidemment, les dossiers devant le tribunal des droits de la personne ont malheureusement dû être remis, certains d'entre eux. Vous l'aurez compris, comme tous, chacun d'entre vous dans vos pratiques, ça a eu un impact. Mais on a quand même pu poursuivre beaucoup de travail, que ce soit des préparations de dossiers, des enquêtes, des suivis. Et lorsqu'il le fallait, nous étions évidemment indulgents avec les parties qui nous disaient, écoutez, dans les circonstances, on n'est pas capable de vous revenir et tout. Je sais que comme toute situation, il doit y avoir des situations peut-être un petit peu plus difficiles qui se sont produites, mais je peux vous dire que l'orientation que nous avions donnée à cet égard-là, c'était de poursuivre nos opérations en comprenant bien la situation actuelle, mais on ne voulait pas non plus se ramasser avec des centaines de dossiers en attente ou des cas de plainte non traités
simplement parce qu'il y avait la COVID. Pour nous, c'était important de maintenir nos activités de ce point de vue-là. On pense que, comme je le disais plus tôt, la charte n'a pas cessé d'exister en cause de la COVID-19. Elle poursuit elle est toujours en vigueur, en force, et c'est important que la Commission puisse continuer à jouer son rôle dans ce sens-là. Donc, c'était l'aspect peut-être un peu plus opérationnel que je voulais partager avec vous aujourd'hui, vu que j'ai la chance de vous parler et de vous dire un peu. Et je peux vous dire que nous, présentement, on est encore en mode télétravail et on poursuit nos activités de cette façon-là, sauf exception lorsqu'il y a, par exemple, des cas qui nécessitent notre présence. Je sais qu'il y a eu un premier dossier qui a été plaidé au tribunal des droits de la personne en mode semi-virtuel avec les nouvelles façons de faire depuis le 1er juin, vu avec la reprise de certaines activités judiciaires. Donc, je veux juste souligner cet élément-là pour vous. Donc, je vous parle plus peut-être un peu des éléments de fond, donc les initiatives et les actions de la Commission. Alors, comme j'y ai fait référence un peu plus tôt, on a mis en place un comité de veille stratégique interne. Le but, évidemment, vous aurez compris, c'est qu'il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps. Je vous parlais du cas, des premiers cas qui nous ont été rapportés de cas de discrimination contre des personnes d'ascendance asiatique. Donc, c'est sûr, certain que là, on s'est rapidement rendu compte qu'il y allait avoir une panoplie d'autres droits affectés. On vient d'en faire un peu le tour. Et donc, c'était important de pouvoir avoir un peu un écho, puis donner des orientations institutionnelles. Alors, vous avez ici le mandat. Donc, c'est un comité qui est chargé de plusieurs employés de différentes directions de la Commission. Le but étant d'avoir un regard complet sur l'ensemble des mandats de la Commission. Et puis, évidemment, le tout était soumis à la présidence pour qu'on puisse donner les orientations là-dessus et aller de l'avant avec les éléments dont dont je vais faire état avec vous. Petit aparté aussi, pour ceux et celles qui ont suivi de façon assidue notre site Web, tous nos communiqués de presse, toutes nos déclarations et tous nos avis, encore une fois, mes excuses, il va y avoir un peu de redite pour vous parce que, évidemment, aujourd'hui, mon but, c'est de présenter ça à tout le monde. Pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas eu la chance de suivre de façon assidue tous nos communiqués de presse et nos déclarations. Alors, je veux juste m'excuser à l'avance pour ceux d'entre vous qui c'est le cas. Donc, je commencerai peut-être par notre déclaration du 17 mars. Vous avez vu 17 mars, on est au tout début de la pandémie, de la crise ici au Québec. Et donc, on a senti le besoin de tout de suite venir rappeler que la Charte continue à être appliquée et de l'impact, comme je le disais, proportionnellement plus important sur les groupes historiquement discriminés et vulnérables. Donc, c'est sûr et certain qu'on a voulu également rappeler que les employeurs continuent à avoir une obligation d'accommodement raisonnable à l'égard de leur personnel et que dans le cadre même cadre d'une pandémie, il faut faire l'exercice du cas par cas et de trouver des solutions pour concilier l'ensemble des situations vécues. Et en vous rappelant que l'accommodement s'applique jusqu'à la contrainte excessive. Puis évidemment, là, la contrainte excessive, une question de coût de santé et sécurité peut être en cause, mais l'application au cas par cas est essentielle pour faire une démonstration d'un exercice rigoureux comme employeur, notamment. Mais également, on a voulu faire ce rappel-là parce que ça avait des impacts aussi sur, on va y voir, là, sur le logement, sur des questions aussi d'actes de services ou d'actes juridiques. Donc, s'assurer que l'exemple qu'on peut penser, là, évidemment, c'est les restrictions pour les personnes âgées d'accéder à certains commerces ou certains biens. Alors, il y avait ces éléments-là qui, très rapidement, nécessitaient une déclaration de la Commission et c'est ce qu'on a fait, comme je le dis, le 17 mars. Évidemment, vous le savez également, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, notre nom le dit. Donc, on a une mission double et cette mission-là s'inscrit de défendre les droits des enfants au Québec. Et on a donc, encore une fois, très rapidement, le 23 mars, vous voyez, tout de suite émis un communiqué de presse pour souligner le fait que l'arrêt de la fréquentation de l'école ou des services de garde avait fragilisé le filet social qui entourait les enfants. Je m'excuse, je vais prendre une gorgée. Et on a tout de suite interpellé le gouvernement en lien avec un décret du 19 mars qui restreignait les contacts physiques entre les enfants placés en famille d'accueil en centre jeunesse et parents, grands-parents, autres personnes. Je tiens à souligner, puis on le note ici dans la CETAT, que cette mesure a été notamment abolie par la suite. On avait réécrit une lettre aux institutions gouvernementales. Puis je précise que nous n'étions pas les seuls à avoir souligné cet élément-là. C'était une réaction une décision qui avait été prise et qui a été ajustée par la suite. Donc, quand je vous disais là, de
faire cet exercice-là, là, des fois, de prendre une décision puis essayer de, par la suite, l'adapter. Ben ça, c'en est un exemple où est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été mis en place pour répondre aux préoccupations qui avaient été soulevées, notamment par la Commission. Puis je vous rappelle qu'évidemment, encore une fois, on parlait des droits de la Charte qui n'avaient pas été suspendus, mais que les droits à la LPJ non plus. Alors donc, toute personne qui croit que les droits des enfants ont été lésés suite à une prise en charge par la DPJ, on continue à s'adresser à la Commission et on a continué à traiter ces cas-là et également à faire des représentations en Chambre de la jeunesse parce que la Chambre de la jeunesse a continué ses opérations là, tout au long du mois de la pandémie. Donc, les avocats de la Commission ont eu à intervenir dans certains cas là, en Chambre de la jeunesse, notamment. Alors donc, pour ce qui est maintenant des personnes âgées, personnes en situation de handicap, j'en ai parlé un peu plus tôt, on a voulu aussi souligner le fait que on a demandé aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de demeurer à la maison, de plus se déplacer, de plus se présenter. Mais il y a eu des histoires de frais de cabaret dans des résidences ajoutées ou des frais de livraison qui étaient exorbitants ou qui étaient ajoutés à des gens qui auparavant ne se faisaient jamais livrer. Puis il faut se rappeler que des personnes en situation de handicap qui sont confinées à domicile, ben, c'est des personnes qui vivent un double confinement. Donc, il y a déjà un confinement parce que souvent, elles sont dépendantes d'un soutien à domicile et tout, dépendamment de la nature du handicap. C'est déjà comme quelque chose de pas évident. Ce sont des personnes aussi qui sont surreprésentées pour ce qui est de dépendre de programmes gouvernementaux ou de programmes de soutien. Et pour ce qui est des personnes âgées, bien évidemment, les sources de revenus des personnes âgées sont souvent fixes. Il n'y a pas nécessairement tout le monde a la chance d'avoir une pension indexée ou même d'avoir des revenus quand même assez substantiels. Ça fait en sorte que ce sont des personnes qui sont aussi plus impactées par des augmentations qui peuvent paraître anodines, des fois pas importantes ou compréhensibles, mais qui ont un impact réel. Et donc, c'était aussi le sens de cette interpellation-là. C'était de venir rappeler que ce qui peut sembler justifié, encore une fois, pour des personnes âgées ou handicapées, peut avoir un impact disproportionné pour eux, eu égard à leurs revenus qui ne sont pas très importants. Puis la pandémie ne change pas cet état de fait-là. Je vous parlais du racisme, malheureusement, qui est un sujet, disons, pour le moins d'actualité présentement. Pour la Commission, ça a toujours été un sujet d'actualité, mais là, évidemment, la situation post-George Floyd aux États-Unis a remis ce sujet-là à l'avant-plan. Mais je vous rappelle, le 3 avril, donc, communiqué de presse, on rappelle que le racisme ne prend pas de pause en temps de crise et on était confronté là, à soit des actes de vandalisme ou des propos discriminatoires tenus envers les personnes d'origine asiatique dès le début de la crise. Donc, on a senti encore une fois le besoin de rappeler que cette pandémie-là, cette crise-là, ne venait pas effacer un prédisposé social qui est le racisme, cette construction-là sociale qui est la race, là, pour ceux qui sont moins familiers avec ces terminologies-là. Il faut se rappeler que la race n'existe pas, c'est une construction sociale qui est venue à la suite, si on veut, de l'invention du racisme, qui était une forme de justification pour justifier des classes ou des catégories qui, lorsque on regarde la science, on regarde les faits, on regarde la réalité, l'humain est l'humain, puis ces catégories-là sont malheureusement des inventions aussi très humaines, mais qui sont des constructions sociales qui ont encore des impacts et des répercussions négatives. Encore aujourd'hui, là, on parle de la situation de M. Floyd, mais c'était les personnes d'origine asiatique qui, au début de la crise, ont subi ces associations-là entre la pandémie et leur origine. Par la suite, encore une fois, pour ce qui est de la question des droits des personnes âgées, et là, 14 avril, encore là, je vous remets dans le contexte, c'est lorsque la situation des CHSLD, notamment à Heron, dans l'ouest de l'île, a été révélée, qu'il y avait vraiment des problématiques extrêmement graves. Là, puis je ne ferai pas le tour de ça aujourd'hui, vous le savez très bien. Alors donc, la Commission a rappelé certaines des recommandations qu'on avait faites déjà à cet égard-là, en lien avec le fait que, notamment, lorsqu'il y a des décès
dans des centres qui ne sont pas conventionnés. Il n'y avait pas nécessairement les mêmes obligations d'avis auprès du coroner. Il n'y avait pas nécessairement les mêmes mécanismes de reddition de comptes et ça faisait en sorte qu'on avait un peu un système qui, malheureusement, pouvait, puis ça, c'est des recommandations que la Commission avait faites en 2010-2011, donc il y a déjà une dizaine d'années, de dire que c'était important que même s'il y avait des privés non conventionnés, des privés conventionnés, puis des privés peu, que les redditions de comptes soient les mêmes parce que les personnes qui y sont avaient les mêmes droits. Je ne reviens donc pas, je n'insiste pas plus là-dessus. Là. Je pense que ça fait amplement. Depuis, bien, vous le savez, il y a une enquête de la protectrice qui a été déclenchée, une enquête de la coroner en chef qui a été annoncée, je pense, hier, plus le premier ministre qui a semblé évoquer là aussi une commission technique. Bref, cette question-là va être enquêtée dans les prochains mois et on pourra, comme tout le monde, là, suivre ce dossier-là. Je vous parlais aussi de la question de l'impact disproportionné sur les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a encore un des enjeux que la Commission traite depuis aussi plus d'une dizaine d'années. Toutes les questions reliées au profilage racial, mais quand on parle de profilage racial à la Commission, on dit aussi profilage racial et social. Donc, la question des personnes en situation d'itinérance notamment, mais qu'il va y avoir, une recrudescence là, de situations d'interpellation peut-être problématiques par rapport à ces personnes-là, que ce soit réel ou présumé, encore une fois. Mais je veux le dire, puis je tiens à le dire, on veut reconnaître les actions qui ont été prises en lien avec ça. Cette situation-là, il y a eu énormément il y a eu des ouvertures de centres d'hébergement temporaire, installation de toilettes chimiques dans l'espace public, de l'aide alimentaire. Donc, il y a quand même eu beaucoup d'efforts qui ont été faits de la part des différents acteurs gouvernementaux, municipaux, et provinciaux pour répondre à cette problématique-là, puis éviter là, d'avoir des impacts trop négatifs sur ces populations-là vulnérables. Alors donc, je voulais le souligner avec vous devant vous aujourd'hui. 1er mai, encore une fois, on est pré-George Floyd. Et on a senti le besoin parce que ce qui ressortait énormément à ce moment-là, puis ça, c'est des choses qui nous arrivaient, c'était que c'est les quartiers les plus pauvres qui étaient les points chauds de la crise sanitaire. Alors, maintenant, vous en avez également entendu parler. Donc, c'est pour la Commission des inégalités sociales et raciales, disons, historiques, qui fragilisent certaines populations, notamment là, Montréal-Nord, Saint-Michel. Et ce qu'on souhaitait, c'était vraiment qu'on mette l'accent sur des organismes locaux. Et encore une fois, suite à ça, parce qu'évidemment, on n'est pas les seuls à avoir dénoncé ou à avoir souligné ces éléments-là, il y a eu beaucoup de gens de la société civile qui ont repris ces éléments-là, les médias s'en sont emparés également. Et donc, l'idée, c'était de dire qu'il faut vraiment avoir des actions adaptées, spécifiques, en lien avec des milieux plus vulnérables, où il y a des inégalités sociales et raciales préexistantes. Et il faut tenir compte de ça dans la réponse gouvernementale. Il faut l'adapter à certains points chauds. Hein, c'est le vocabulaire qui a été utilisé, certains points chauds COVID. Mais là, ce n'était pas des points chauds COVID, c'était des points chauds droits. Point chaud droit de la personne, point chaud inégalité. Il fallait tenir compte puis faire des croisements entre les deux. Je regarde le temps qui file et je veux juste m'assurer de respecter le temps qui m'est imparti. Quand je vous parle de mesures sociales, d'inégalité sociale et raciale, les mesures demandées, ce sont des mesures demandées, je les mets là parce que ce sont des mesures historiques que la Commission a mis de l'avant, donc l'accès aux logements sociaux, diminuer la fracture numérique technologique, j'y ai fait référence tout à l'heure, donc essayer d'avoir un peu des réponses adaptées, là, sortir des cadres normatifs habituels, des programmes gouvernementaux, c'est un peu peut-être des fois de sortir un peu du mur à mur, d'essayer d'avoir des réponses plus adaptées, plus ciblées en fonction de certaines clientèles. Donc, je passe rapidement là-dessus. Vous pourrez avoir accès à cette présentation-là sur le site du CAGE par la suite. Pour la question des personnes en situation de handicap, une nouvelle déclaration qu'on a senti encore une fois besoin. J'y ai fait référence tout à l'heure. Compte tenu du temps, je ne vais pas réinsister là-dessus. C'est un élément que j'ai développé plus tôt. Mais juste pour vous dire qu'on a senti le besoin de revenir là-dessus puis avec les mesures qui sont, disons, proposées pour s'assurer que la problématique des personnes en situation de handicap soit vraiment pris en compte dans cette pandémie, compte tenu qu'ils vivaient là, donc un double isolement auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Il faut le préciser aussi, puis je l'ai dit tantôt, j'ai parlé du soutien à domicile. Beaucoup de personnes en situation de handicap sont dépendantes du soutien à domicile. Le soutien à domicile, c'est une façon aussi
de permettre à la personne de rester dans son milieu de vie, dans sa maison, dans son appartement, mais avoir quelqu'un qui bénéficie d'une subvention gouvernementale pour venir répondre à des besoins ou des soins dont la personne a besoin. Et donc, il fallait faire en sorte que ce soutien à domicile-là se maintienne, soit maintenu. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste les CHSLD qui ont manqué de personnel. Les gens qui faisaient le soutien à domicile se faisaient dire ben, tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Oui, mais là, je suis en soutien à domicile pour une personne en situation de handicap. Donc, il fallait s'assurer aussi de faire en sorte que ces différents services-là, ces différents programmes-là puissent être pris en compte là, dans la réponse à la pandémie. Je vous ai parlé de collecte de données. C'est une lettre plus récente qu'on envoyait au ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que différents autres acteurs. C'était d'insister sur le fait qu'il faudra faire vraiment une collecte de données désagrégée pour nous permettre d'identifier, puis pas juste nous, évidemment, hein, parce que ça va servir aux autorités de la santé publique, ça va servir aux autorités gouvernementales pour adapter. Je vous parlais d'adapter les réponses en fonction des points chauds hein, en termes de droit. Bien, vous l'avez ici. Là, hein, on va pouvoir, si on a un peu plus de données, on peut appuyer nos interventions en fonction de qu'est-ce qui s'est passé dans tel quartier, compte tenu des inégalités sociales, inégalités raciales que je vous ai parlé, qui sont présentes, qui sont des facteurs qui ont prédisposé certains quartiers à être plus affectés et plus visés. Donc, évidemment, le but de tout ça étant de combattre ces discriminations-là qui sont de nature systémique. Un autre élément, puis ça, c'est quelque chose qui nous a, je vous dirais, particulièrement interpellés, mais on a senti le besoin de faire une lettre. C'est suite finalement là, aux annonces gouvernementales et il y en a eu par la suite là, parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y a eu un retour optionnel dans les écoles dans le reste du Québec, outre la CMM. Donc, à peu près 50 de la population du Québec a eu un retour à l'école, puis un autre 50 puis là, ce n'est pas exact, là, mais c'est à peu près ça, n'a pas eu un retour à l'école. Donc, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour les élèves qu'on appelle HDA, là, donc handicapés en difficulté d'adaptation d'apprentissage. C'est l'acronyme consacré. Mais évidemment, même ce retour optionnel-là, même les services offerts, puis surtout dans la CMM, ça a des conséquences graves sur la réussite. On n'est pas les seuls à l'avoir dit, mais c'est un sujet sur lequel la Commission travaille beaucoup depuis de nombreuses années, la question de l'inclusion scolaire. Et c'est sûr, certain que ça nous a interpellés. On a fait une grande étude qu'on a lancée en 2018 sur la situation des élèves HDA et des problématiques préexistantes. Donc, hein, la pandémie, ça a été quoi? Ça a été aussi un révélateur des faiblesses de certains aspects de notre système. Ici, on parle d'outils pédagogiques non adaptés, non accessibles, manque de matériel informatique, pénurie de ressources scolaires spécialisées. Puis, les suivis d'apprentissage et les plans d'intervention. Évidemment, les plans d'intervention, c'est une obligation hein, pour un enfant qui est HDA. Donc, d'avoir un suivi individualisé. Les plans d'intervention, normalement, il y en a 2 par année, à l'automne puis à l'hiver. Mais là, le plan d'intervention de l'hiver, compte tenu des circonstances, a sauté. Donc, on a reconduit les mesures du plan d'intervention de l'automne pour la rentrée scolaire prochaine. Ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, l'enfant, à 5, 6, 7 ans, évolue quand même très rapidement. Et l'absence de plan d'intervention, de suivi avec ces enfants-là fait en sorte que là, on va avoir une rentrée où les bouchées vont devoir être doubles parce que tous ces enfants-là vont devoir être rapidement évalués. Puis les ratios, on va peut-être finalement se ramasser avec des enfants qui ne sont pas au bon endroit. Et ça, évidemment, ça va poser un problème aussi pour les enseignants, pour les enfants, pour tout le monde, parce qu'on n'a pas eu ce suivi-là. Évidemment, vous me direz, ça aurait été peut-être difficile de faire les suivis ou pas. Moi, encore là, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire la mesure est-elle bonne ou pas sur la réponse. Je suis là pour vous souligner le fait que cet élément-là nous préoccupe particulièrement. Je fais juste vous rappeler qu'il y a sur les 400 000 élèves du niveau secondaire, primaire, qui vont continuer à recevoir un enseignement, il y en a 20 donc c'est 20-25 qui sont HDA, donc presque 100 000, pas loin. Là. Donc, c'est beaucoup d'enfants qui sont affectés par cette décision-là là, de ne pas redémarrer les écoles. Puis encore là, je ne veux pas me lancer dans le débat, fallait-il rouvrir les écoles ou pas? Moi, je vous dis juste que cette décision-là comporte des conséquences. Puis des conséquences sur des choses, comme je vous le disais, qui avaient déjà été c'était des éléments précurseurs, des éléments qui étaient existants. Et je poursuis pour aller tranquillement vers la fin de cette présentation-là. Donc, sur les autres actions de la Commission, encore une fois, pour ceux et celles qui suivent notre site web de façon assidue, notre page Facebook, notre compte Twitter, etc., on a même d'autres moyens de communication maintenant. Donc,
on a mis une section spéciale sur la COVID-19 sur notre site web avec une foire aux questions. Et donc, je vous avais le lien qui est là, donc je vous invite à le consulter. Vous pouvez aller tout simplement sur le site de la commission, vous pourrez voir. On tente de répondre à des questions plus générales et aussi fournir, vous avez un résumé sur cette page-là de l'ensemble de nos interventions et déclarations dont je viens de parler. Un autre élément qu'on a fait, je vous parlais de d'autres moyens, pour rejoindre les gens à distance, on a fait des balados, donc des balados sur les droits de la personne en période de pandémie. On en a 5 présentement, donc un sur les droits de la personne en urgence sanitaire, un sur les nouveaux pouvoirs policiers, un sur la protection des enfants vulnérables, l'autre sur les personnes âgées, je vais les résumer comme ça, puis un autre sur les discriminations et les inégalités accrues. Donc, ces balados-là sont faits par des membres de notre personnel pour essayer d'éclairer les citoyens et les juristes, comme je le dis, pour toute personne curieuse ou intéressée à ces questions-là. Un autre élément qu'on a fait également, c'est dans notre mandat, en vertu de la charte de la commission, c'est entretenir des liens avec les organismes publics, évidemment, mais aussi des organismes de la société civile, des groupes de la société civile, pour s'assurer qu'on a vraiment une bonne compréhension des différents enjeux, des différents irritants dont j'ai fait référence. Pour nous, on s'appuie aussi beaucoup sur les organismes communautaires, les organismes de la société civile qui, eux, sont souvent branchés sur leur milieu. Puis aussi, d'un autre côté, on a les organismes gouvernementaux qui, eux, vont nous fournir d'autres types d'informations, d'autres types de renseignements. Donc, on combine ces éléments-là pour vraiment avoir une réflexion complète sur les différents enjeux qui peuvent se présenter à nous. Et on a eu, en pleine pandémie, on a tenu une table de concertation virtuelle. On appelle ça la table de concertation, mais en gros, c'est finalement une rencontre dans laquelle on rencontre les différents organismes qui vont juste nous faire état des différentes problématiques qu'ils vivent. Puis nous, on prend ça en note pour pouvoir un peu poursuivre et alimenter notre réflexion. Donc, on a fait ça en virtuel, on a fait ça en visio, mais ça a été aussi très utile pour mieux comprendre certaines réalités de certains groupes vulnérables qui sont protégés par la Charte. Un autre élément que je vous ai fait référence, auquel je vous ai fait référence, je vous ai parlé de collecte de données, mais aussi on avait toute la question de l'utilisation des technologies numériques d'intelligence artificielle pour la surveillance et le traçage. Et donc, au début du mois de mai, on s'est adressé au gouvernement pour faire part de notre crainte eu égard à ça en lien avec le respect de la vie privée, notamment. Puis, évidemment, il y en a d'autres, mais je vais vous citer celui-là pour aujourd'hui. Donc, on a été invité à participer au comité de travail spécial là-dessus de la Commission sur l'éthique en sciences et technologies, qui est un organisme gouvernemental conseil. Et on est là avec la Commission d'accès à l'information notamment et d'autres acteurs pour réfléchir aux impacts puis aux meilleures façons d'utiliser ces technologies-là au point de vue gouvernemental pour s'assurer aussi de vraiment faire cet exercice-là de balance de bénéfices versus impact sur les droits. Alors donc, cette collaboration-là se poursuit. Dans nos préoccupations, dans les enjeux à venir, évidemment, on a, comme le Barreau du Québec l'a fait, puis beaucoup d'autres acteurs, la protection des citoyens et j'en passe, des commentaires sur le projet de loi 61 là, qui va continuer à être à l'étude plus tard lorsque l'Assemblée nationale aura repris ses travaux. Mais évidemment, nos préoccupations étaient en lien avec les règles prévues pour l'expropriation, qui avaient un impact sur, évidemment, la libre disposition des biens, la jouissance paisible. Ainsi que, puis ça, c'est une préoccupation, puis je tiens à le soulever, 46.1 de la Charte, qui est un petit dernier, qui est un article, qui est un ajout là, de 2007, qui est quand même assez récent, dans les droits économiques et sociaux. Hein? Donc, la Charte prévoit là, le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Donc, on a sensibilisé également le gouvernement. On l'avait fait pour d'autres modifications plus récentes en lien avec les règles d'autorisation gouvernementale, qu'il pouvait avoir un impact pour ce qui est de la suspension des règles en matière environnementale. Et évidemment, la prolongation de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, là, comme je le dis, d'autres acteurs l'ont souligné également, qu'il fallait être prudent lorsqu'on prolongeait de façon trop longue ce genre d'urgence-là, parce qu'à ce moment-là, le fardeau de démontrer l'objectif urgent et réel et tout repose toujours sur les épaules du gouvernement, sur les épaules de l'autorité qui met ça en place. Donc, c'est sûr, certain que ça a un impact plus grand plus la période est longue. Je vous ai parlé d'autres préoccupations, donc technologie de l'information, droits économiques et sociaux fragilisés, je veux insister là-dessus. Hein, on parle souvent de la Charte comme
Quand on est juriste, on pense à l'article 10, 10.1 aux éléments de discrimination, 18.1, 18.2. On pense à l'exploitation de personnes âgées, de personnes handicapées à 48. On pense également aux situations de lésion de droit envers l'LPJ ou des programmes d'accès à l'égalité. Mais ce ne sont pas que les plaintes à la commission qui, ultimement, peuvent devenir un dossier devant le tribunal des droits de la personne qui devrait nous mobiliser. Il y a aussi toute cette partie-là qui sont les droits économiques et sociaux qui sont donc prévus dans notre charte, qui sont un peu ces éléments-là de ce contrat social-là que le Québec s'est donné pour répondre à respecter certains droits. Et évidemment, ce genre d'événement-là, ce genre de pandémie-là, a un impact, là, disons, disproportionné sur ce genre de droits-là. Je vous parle de milieu de travail, les enfants vulnérables, on en a parlé. La situation des femmes, je ne l'ai pas nommée encore à ce moment-ci, mais je le souligne. J'étais en commission parlementaire la semaine dernière sur le PL 55 là, qui a aboli le délai de prescription. La commission est allée pour appuyer ce projet de loi-là. Et comme beaucoup de gens, on s'est réjouis de cette adoption-là. On voulait juste sensibiliser le législateur à certains éléments de langage plus techniques pour être sûr que la mesure adoptée était conforme. Et donc, on s'est évidemment réjoui, félicité là, que cet élément-là soit aboli. Cela dit, et puis, il y a des travaux qui se poursuivent là, par un comité d'experts coprésidé par la professeure Deslauriers, puis l'ancienne juge en chef de la Cour du Québec, Elisabeth Corté, qui continuent à faire leurs travaux. On a contribué à ce comité-là d'experts pour vraiment venir traiter de la question de la violence conjugale, les violences familiales. Je le disais plutôt un peu, là, nous, une de nos inquiétudes était que les porte-closes de la pandémie pouvaient avoir un impact ou une recrudescence de ce genre de comportement-là. Et donc, évidemment, un autre élément qu'on suit de façon étroite, vous l'aurez compris, c'est la question du racisme. Et puis ensuite, vous me direz, c'est moins lié à la COVID, mais comme j'ai tenté de vous l'expliquer, il y a beaucoup d'éléments liés aux inégalités sociales et raciales qui sont des facteurs de prédisposition, qui sont des facteurs qui ont un impact dans la pandémie. Donc, toute la nécessité de venir corriger le racisme et les discriminations systémiques, la mission de la commission en ce sens-là prend tout son sens. Donc, en conclusion, on va continuer à demeurer vigilant hein, comme organisme indépendant du gouvernement. On va continuer à jouer notre rôle pour assurer la promotion et le respect des droits énoncés dans la Charte. Et sur ce, merci. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je l'ai déjà dit, mais je le répète, à visiter notre site web. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette présentation très complète. Nous allons maintenant prendre des questions. Vous pouvez les poser, je vous rappelle, en utilisant l'icône questions-réponses en bas de votre écran. Il y a déjà des gens qui ont profité de rédiger certaines questions pendant votre présentation. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la question de Julie Hébert. Bonjour, la Commission a-t-elle compétence pour traiter des plaintes de discrimination fondées sur l'état civil venant de parents ayant la garde exclusive de leur enfant et dont les employeurs exigent un retour au travail? C'est sûr, certain que la Commission a plusieurs compétences. Puis, encore une fois, là, je ne veux pas rentrer dans des cas individuels et vous donner une opinion sur ce que les services de la Commission des enquêtes feraient. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut se rappeler que la Charte québécoise ne prévoit pas les motifs situation de famille, contrairement à d'autres lois de droits de la personne d'ailleurs au Canada. Et d'ailleurs, il y a une décision de la Cour d'appel sur le sujet, ce qui fait en sorte que le fait de prendre soin de ses enfants, la Commission a déjà plaidé à la Cour d'appel que ça devait être rattaché au motif état civil, mais qu'il y avait là ici, la Cour d'appel n'a pas retenu les arguments de la Commission. Donc, la Commission a régulièrement, puis on l'a rappelé encore récemment dans le projet de loi qui vient modifier le régime québécois d'assurance parentale, on l'a rappelé auparavant, que le Québec devrait, on l'avait rappelé également dans le projet de loi 176 qui est venu modifier les lois sur les normes du travail en 2018, qu'on devrait ajouter l'article 10 de la Charte comme motif interdit de discrimination, l'appellation situation de famille pour couvrir l'ensemble des situations. Mais pour ce qui est d'un cas individuel ou très particulier, là, je ne me prononcerai pas si vous me le permettez. Donc, la prochaine question, en fait, est plus d'ordre général. Vous l'avez abordé brièvement à la fin de votre présentation en lien avec les étapes à venir. Mais on a Maître Claude Savoie qui s'intéresse à savoir si la Commission prévoit faire ou a déjà fait quelque chose en lien avec la question autochtone pendant le COVID. Oui, tout à fait. Bien, quand je vous parlais là, des
différentes actions qui ont été entreprises par rapport aux groupes historiquement discriminés, bien évidemment, on n'a pas à aller bien loin, à chercher bien loin. On a un rapport, une commission d'enquête sur les relations avec les peuples autochtones et les services publics du Québec. La commission Vien, du nom de l'honorable Vien qui présidait ces travaux, qui a rapposé son rapport en septembre dernier. Certains diraient à une autre époque, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Et dans ce rapport-là, la commission Vien lançait plusieurs appels à l'action, notamment en venant déclarer de façon assez officielle qu'il y avait eu une discrimination systémique historique envers les nations autochtones au Québec. Et c'est sûr que la commission, nous, on a continué à travailler avec la PNQL, notamment les différents partenaires, le C3S PNQL aussi, qui sont les organismes constitués là, qui représentent l'ensemble des nations autochtones au Québec, pour travailler avec eux puis voir à ce que certains de ces appels-là à l'action soient mis en place. Je vous dirais qu'une des particularités, c'est que le rapport de la commission Vien avait mis beaucoup l'accent sur le système de protection de la jeunesse. Alors, j'en ai pas parlé à notre présentation parce que c'était un enjeu qui était pré-COVID, mais j'avoue que j'aurais pu vous en parler dans le cadre de la COVID. Nous sommes allés à la commission Laurent à la fin du mois de mai être entendus. On a déposé notre mémoire. Ceux et celles d'entre vous qui veulent lire la mémoire de la commission qui a été déposée à la commission Laurent, il fait 250 pages. Pour vous dire que la question autochtone est au cœur aussi de ces enjeux-là. Donc, c'est sûr, certain que pour nous, il y a beaucoup d'autres actions, beaucoup d'éléments. J'en ai peut-être pas parlé effectivement officiellement aujourd'hui, mais qui ont été faits en lien avec cette question-là. Je précise, quand on parle de racisme et de discrimination, pour ça, je fais le lien. Là, il faut comprendre que ce n'est pas juste les personnes racisées au sens minorité visible du terme, mais également les Autochtones. Notre rapport triennal, d'ailleurs, fait référence. Je parlais des programmes d'accès à l'égalité. Il y a 5 groupes historiquement discriminés qui sont couverts par les programmes d'accès à l'égalité au Québec. Les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes en situation de handicap. Merci pour votre réponse très complète. Prochaine question qui est plus à savoir l'orientation, si la CDPDJ a pris une orientation à cet effet-là, vient d'Arnaud Gosselin-Brisson. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Au niveau du retour au travail des salariés, quelle est la position de la CDPDJ concernant la directive de la santé publique demandant aux personnes de 70 ans et plus de demeurer à la maison, sauf exception au niveau de certains travailleurs essentiels, indépendamment d'évaluations particulières? Donc, en lien avec les droits des aînés. Donc, je m'excuse, là, cette question-là. J'essaie de voir, c'est parce que j'essaie de la trouver moi aussi en même temps sur le Q&A, je suis désolé. En somme, l'empêchement du retour au travail des aînés de 70 ans et plus, la directive de la santé publique. Est-ce qu'il y a une position de la CDPDJ à cet effet-là ou comment qu'elle voit ça? On n'a pas de... Écoutez, encore une fois, le but aujourd'hui, on n'a pas de pris de position officielle sur l'ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est que, puis c'est un peu ça le but de notre présentation, vous avez vu qu'on a mis en place un comité de veille, puis le mandat de la commission, évidemment, c'est de faire des analyses et des recommandations au gouvernement lorsqu'il y a des projets de loi. Ce qu'on a fait, je vous ai parlé de PL 55, PL 61, on continue à le faire. Là, là, on est convoqué en commission parlementaire sur la loi sur les coronaires. Donc, ce travail-là se continue. Ce qui est arrivé aussi à cause de la pandémie, c'est que le législateur, l'exécutif a pris beaucoup plus de place, parce que la loi sur la santé publique donne des pouvoirs extraordinaires à l'exécutif par arrêté puis par décret pour prendre toutes sortes de mesures. Et donc, un des rôles de la commission, c'est de regarder ces éléments-là puis de venir les commenter, analyser puis voir qu'est-ce que ça a comme impact. Évidemment, ce travail-là ne se fait pas en criant ciseaux et la crédibilité puis la rigueur de la commission dans ce cadre d'analyse-là vient du fait qu'on prend toujours le temps de bien analyser puis de bien documenter avec de la donnée. Je vous ai parlé de données, de l'importance de la donnée. Pour lorsque l'on va faire ce genre de commentaires-là, on s'appuie. Alors donc, nous, à l'interne, on a déjà donné ces mandats-là de faire ces analyses-là. Mais ces analyses-là, évidemment, sont en cours. Donc, on pourra regarder sur certains impacts dans le cours des prochains mois. Mais c'est sûr, certain que la question des personnes âgées, la question des 70 ans et plus, ou des restrictions, soit de mouvement ou d'accès à des lieux publics ou de travail, c'est une question qui nous préoccupe passablement. On a fait dans notre foire aux questions, d'ailleurs, on a une réponse spécifique à cette question-là.
Mais la prochaine question vient de Sophie Brisson. Plusieurs personnes âgées qui résident en RPA se voient obligées de payer des frais pour des services prévus au bail, lesquels ne sont pas dispensés en raison de la COVID-19. Elles n'osent pas s'en plaindre, craignent d'ajuster les montants prévus au bail ou refusent le remboursement. Est-ce que la Commission s'est intéressée à cette problématique? Donc, c'est encore un autre pan d'une certaine discrimination vers les aînés, plus particulièrement. Je pense que vous y avez déjà répondu un peu indirectement, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose peut-être à rajouter à cet effet-là. Ben, ouais, c'est ça, j'ai un petit peu répondu. Vous avez vu, on a quand même dénoncé la situation, par exemple, des frais de cabaret ou autre genre de choses-là. C'est sûr, certain que, puis là, si on parle d'une personne qui est aussi dans une situation de bail, puis qu'il y a des choses qui sont exigées qui ne sont pas prévues au bail, j'attire votre attention sur le fait que puis je ne suis pas un spécialiste en logement, mais il me semble que la Régie du logement conserve une compétence là, par rapport à ces questions-là aussi. Il ne faut pas hésiter. Puis je comprends que certaines personnes sont réticentes à porter plainte, mais ça, je vous le dis, c'est vrai aussi pour l'ensemble des droits visés par la Charte. La sous-déclaration de certains incidents, de certaines problématiques, c'est quelque chose qui est assez bien documenté, qui est assez récurrent pour un organisme comme nous. On a souvent essayé de trouver des façons de pallier à ces éléments-là. La Charte prévoit une interdiction de mesure de représailles. Il faut le prévoir, faut le préciser. Alors, quelqu'un qui porte plainte et qui est victime d'une représaille, c'est une enquête distincte qui s'ouvre et puis on peut être condamné à des dommages en lien avec l'exercice de cette représaille-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des mécanismes législatifs qui existent déjà pour essayer de protéger les gens qui veulent porter plainte, mais disons, la réticence que certains ont de crainte de s'exposer à des représailles, on comprend que c'est encore malheureusement trop présent. Parfait, merci beaucoup pour votre réponse. Écoutez, je vais prendre, le temps file, je vais prendre une dernière question qui provient de Maître Denis Richard, qui est un peu dans la même veine de certaines des autres questions, mais qui porte plus spécifiquement sur le droit carcéral. La Commission a-t-elle été interpellée pour intervenir dans le cadre des conditions de détention actuelles dans les centres de détention du Québec, particulièrement pour les détenus qui entrent en détention et qui sont confinés pendant 14 jours dans une cellule sans sortie, ni douche, ni vêtements de rechange, avec des communications très limitées avec avocats et familles? Oui, tout à fait. Ben, je vais le souligner parce qu'il faut rendre à ce qui appartient à César. La Ligue des droits et libertés a été très, très, très présente sur cet enjeu-là, a pris la parole publiquement à plusieurs occasions. Je vous parlais d'organismes de la société civile qui jouent un rôle au Québec en matière de défense des droits. Bien, la Ligue des droits en est un exemple. Et donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur ces questions-là. Tant la protectrice du citoyen que le ministère de la Sécurité publique, que la Commission ont été alertés par rapport à ces problématiques-là. Puis, effectivement, il y a eu des représentations de la Commission pour faire en sorte que les droits soient respectés. Maintenant, pour ce qui est des mesures, encore une fois, je reviens là-dessus, puis je ne veux pas encore une fois, tenter de justifier quoi que ce soit, mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque l'on sait que la mesure du 14 jours est une façon de prévenir, de répandre, disons, la COVID dans un milieu fermé comme une prison, c'est sûr certain que l'exercice d'équilibre de 9.1 vient en jeu ici. Alors, c'est essentiel de se rappeler ça. Maintenant, pour ce qui est des conditions plus générales de détention, puis ça, c'est un autre sujet, mais qui est un sujet, encore une fois, qui prédate la question de la COVID. Donc, la Commission s'est montrée préoccupée par le passé par les conditions de détention, notamment au Centre Leclerc, prison pour femmes, qui est assez reconnu comme étant un endroit qui, disons, mériterait quelques coups de peinture, puis le mot est faible. Et alors, donc, ces prédispositions-là, ces secteurs-là qui avaient déjà des faiblesses préalables, qui avaient déjà été identifiés et reconnus, même par le MSP, mais c'est sûr et certain que là, il se passe une situation de crise, il y a une situation de COVID où là, on est tous confinés. Bien, ces problèmes-là ne disparaissent pas comme magie, puis font juste exacerber. Donc, on parle de population vulnérable, on parle de détenus, on parle de personnes, donc, évidemment, qui sont confinées. Bien, c'est un peu la même chose que malheureusement certaines personnes ont vécu. Alors, ces problématiques-là, par rapport à nos différents services publics, on les a vécus à différents endroits, puis les centres de détention, malheureusement, c'est un des endroits où les faiblesses préexistantes ont été mises en lumière. Merci beaucoup pour votre réponse. Écoutez, il y a Louis Letellier qui a posé la question 2 fois. Je vais quand même vous la poser. J'avais dit que la dernière serait la dernière. Mais on a parlé d'état civil, on a parlé de logement, on a parlé d'aînés, on a parlé de droit carcéral. On a un peu la même question dans la veine des services de santé, l'accès aux services de santé qui sont quand même limités pour certaines mesures jugées non essentielles ou urgentes en ce moment. Donc, qu'est-ce que la Commission, ou est-ce que c'est penché sur la limitation de l'accès à certains services de santé, exemple cancérologie ou centre de dépistage pour les Québécois?
Bien, la façon qu'on a pris cette approche-là, je ne peux pas vous dire que j'ai en tête là, une approche spécifique en lien avec les services en cancérologie. Je sais que j'ai vu des choses passer parce qu'encore une fois, le comité de veille qu'on a à l'interne a ramassé très large. Puis on voyait aussi qu'il y avait beaucoup d'actions d'autres groupes, d'autres organisations. Et évidemment, un des rôles qu'on essaie de faire, ce n'est pas nécessairement toujours de faire double emploi. Alors, quand on voit dans un dossier, par exemple, que la protectrice est là ou qu'il y a d'autres acteurs gouvernementaux qui agissent, bien, si on n'a pas quelque chose de plus à ajouter, on va aussi combattre là où est-ce que nous, on a une valeur ajoutée à apporter. Je pense que comme organisme public, c'est important aussi de s'assurer qu'on joue tous un peu notre rôle dans ces contextes-là. Donc, je n'ai pas en tête quelque chose de spécifique par rapport à ce sujet-là. Ce que je peux vous dire, c'est que l'accès aux services puis l'impact disproportionné sur certaines catégories de personnes. Je vous parlais des enfants HDA, je vous parlais des personnes âgées, je vous parlais des personnes en situation de handicap. On en a traité dans le sens d'accès aux soins aussi. Parce qu'évidemment, là, quand on suspendait tous les services de soins, encore une fois, parce qu'il y avait une COVID, on a vidé les plateaux techniques, on a tout ce qui est documenté dans les médias. On le sait très bien que ça a un impact sur non seulement les personnes en cancérologie, mais les personnes qui ont des problématiques au niveau dans les instituts psychiatriques également. On a entendu parler de problématiques, puis on a fait des représentations de ce côté-là. Donc, on a fait un paquet de représentations par rapport à un paquet de populations vulnérables, mais je n'en ai pas une en tête spécifique pour la question de la cancérologie. Je suis désolé. Parfait, merci beaucoup. Mais écoutez, ça met fin à la période de questions et de la présentation de Maître Tessier. Un petit mot de la fin avant de vous quitter aujourd'hui. Merci de votre participation à cette webconférence. Ça met fin à nos webconférences pour la saison estivale. Si vous souhaitez consulter d'autres ressources sur le sujet, vous trouverez plus d'informations sur l'espace dédié à la COVID développé par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse sur leur site au www.cdpdj.qc.ca. Nous vous remercions de votre participation et nous vous espérons vous retrouver à la rentrée sur nos prochains événements. D'ici là, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour rester informés de nos projets du moment.